Bonjour et bienvenue à la première web matinale de l'ONV, opérateur national de vente, filiale du groupe Action Logement. Pourquoi la vente de logements sociaux n'est plus une option? Derrière le titre volontairement interrogatif de cette web matinale, sur fond de crise du logement, se cache la question du financement et pérenne du secteur du logement social. Aujourd'hui, son modèle de financement se tend pour diverses raisons et les capacités d'autofinancement plongent et place certains d'entre eux, dans de réelles difficultés financières. Dans ce contexte, le développement des cessions de logements, jusque-là optionnels, s'accélère et semble constituer un des leviers, sinon le levier, le plus efficace pour dégager des fonds propres. Alors l'ONV est un des acteurs majeurs du secteur, sachant qu'il n'y a pas de modèle unique en matière de vente HLM et que tous les modes de cession sont évidemment parfaitement compatibles. Pour en discuter autour de la table, je vous présente donc Florence Lourier, directrice générale adjointe de l'ONV. Bonjour. Aude Catrice, directrice des investissements responsables de l'ONV. Bonjour à tous. Renaud Capel, directeur de la vente sociale de l'ONV. Et puis Alain Chagnot, associé du cabinet conseil en stratégie Roland Berger. Alors, quel va être le programme de ce webinaire? En fait, on va avoir deux séquences de une séquence complète de 90 minutes, mais avec deux séquences. La première, elle sera consacrée à la présentation de l'étude du cabinet Roland Berger sous l'angle face aux perspectives économiques du secteur. Quelle place pour la vente HLM? Et puis, on aura une deuxième séquence où là, nous évoquerons l'ONV, comment ça marche et quels sont les enjeux. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions en ligne via le chat. L'idée, c'est que nous puissions répondre à vos questions à la fin de chaque séquence. Et avant de donner la parole à Alain Chagnot, je vous propose d'écouter les témoignages du président et du vice-président de l'ONV. Avec l'accélération du désengagement financier de l'État, l'obligation de rénover, ou encore l'augmentation du taux du livret A, le modèle économique du financement du secteur est mis à rude épreuve. Dans ce contexte, la vente HLM, considérée comme un produit exceptionnel par les bailleurs, devient un dispositif gestionnaire à part entière. C'est désormais un levier de financement incontournable. Et à ce titre, la vente en bloc, notamment la vente en bloc de l'ONV, tend à devenir un acte de gestion patrimoniale et financier. C'est au fond ce qu'a voulu le législateur avec la loi Elan en 2018. Reconstituer les fonds propres des bailleurs pour leur permettre de financer, de reconstruire et de rénover les logements. La question de la vente HLM n'est pas qu'une question économique et financière. Si l'ONV a effectivement pour mission de renforcer les fonds propres des bailleurs pour leur permettre de construire et de rénover, l'ONV a également et surtout une mission d'utilité sociale, offrir la possibilité à des personnes à revenus modestes de devenir propriétaires. L'ONV a donc une mission d'utilité sociale essentielle, car il contribue à dynamiser, voire accélérer les parcours résidentiels et traduire au présent la mixité sociale que tout le secteur appelle de ses vœux. Alors, mission de financeur du logement social d'un côté, mission d'utilité sociale de l'autre, sont vraiment les deux jambes de l'ONV, on en parlera un tout petit peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est de démarrer par notre première séquence, donc jingle. Alors, face aux perspectives économiques du secteur, quelle place pour la vente HLM? Donc, ma première question, elle va à vous, Alain. Qu'est-ce que nous enseigne, au fond, l'étude que vous avez réalisée pour notre compte? Et avant ça, je voudrais que vous puissiez nous présenter le cabinet Roland Berger. Oui, tout à fait. Roland Berger est un cabinet de conseil en stratégie. 3000 personnes, on est présent dans la plupart des pays du monde et on travaille pour tous les secteurs. Notre sujet, c'est d'accompagner les directions générales sur tout ce qui est à l'agenda des directions générales. Les grands sujets de perspective économique et de soutenabilité sont bien sûr au cœur de leurs préoccupations. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous dit, alors, donc, je repose ma question, qu'est-ce que nous dit, au fond, l'étude que vous avez réalisée pour notre compte? Pardon. Merci David. Donc, on va rentrer un petit peu dans les chiffres, c'est ma mission.
si on démarre par l'analyse des projections des grands équilibres du modèle du logement social, qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on anticipe? L'inflation, d'abord, des coûts opérationnels, à la fois inflation sur les coûts de la construction, qui vont être impactés par la hausse durable, semble-t-il, des prix de l'énergie, et puis surtout une forte demande mondiale sur les matériaux. Et puis, c'est globalement une inflation qu'on anticipe stable, maintenant plutôt autour de 2 à 3% dans les années qui viennent. Second point, c'est une hausse du coût du financement qu'on a déjà ressenti, tirée par la hausse du livret A et qui se poursuit manifestement. Et puis enfin, c'est un effet ciseau avec une équation compliquée, puisque la capacité à augmenter les loyers est bien sûr contenue et on s'attend quelque part à un plafonnement des hausses probables de loyers à l'avenir. Donc globalement, le modèle économique est fragilisé pour les OLS. Là, ce sont des hypothèses de départ, c'est-à-dire que ce sont les hypothèses que vous avez choisies pour mener cette étude. Absolument, c'est le consensus aussi de projection des économistes et c'est ça qu'on a voulu aussi consolider, mais ce sont les hypothèses de départ qu'on pose sur une période jusqu'à 2035. Bien sûr, c'est de la prospective, mais ce sont des tendances lourdes qu'on assume aujourd'hui. Alors après, si on prend pour acquis ces premières hypothèses, quelle va être la réaction des OLS face à ce resserrement mécanique de l'autofinancement? Qu'est-ce qui est possible de faire? Eh bien, on anticipe que le comportement va être la nécessité pour l'établissement de réduire ses investissements pour maintenir son équilibre à court terme. Donc, de quelque part, ne pas forcément toucher au programme de rénovation et de réhabilitation qui sont indispensables, mais en revanche, réduire son effort de production. Et donc, va se creuser mécaniquement un écart entre la production et la demande qui, elle, est toujours extrêmement importante. Donc, face à cette anticipation d'une réduction de la production, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de la modéliser. Et donc, vous voyez sur cette courbe l'objectif que s'est fixé le secteur en lien avec le gouvernement, qui est de 120 000 logements par an. Ça veut dire d'ici 2035, ça voudrait dire plus d'1 500 000 logements qui devraient être construits. On a projeté en fait la capacité de production actuelle du secteur si on veut à la fois maintenir le niveau d'autofinancement locatif actuel et en même temps conserver l'ambition de rénovation du parc. Et là, selon les hypothèses, on trouve un scénario où le secteur serait capable de produire entre 880 000 et 1 million de logements sur la période 2023-2035. Donc quelque part, on se dit que compte tenu du resserrement des conditions économiques, on a un delta de 600 000 logements sur lequel on ne voit pas, en tout cas immédiatement, sans changer les paramètres projetés du système, comment les produire. Sachant que l'hypothèse de départ, c'est bien l'hypothèse qu'a fixée notamment le gouvernement sur une production annuelle de près de 120 000 logements. Absolument, à la fois pour les ESH et les EPH, donc c'est bien l'ambition du secteur. Et donc aujourd'hui, il faut que le secteur se saisisse de cette question pour voir comment tenir cet objectif de 120 000 logements. Alors comment faire? Alors là, vous voyez que, il y a comment faire et combien ça coûte. Combien ça coûte? Vous voyez que sur le graphique de gauche, le delta en bleu de logements à produire, c'est les 600 000 logements. Progressivement, avec la situation économique qui se dégrade, on va année après année avoir des difficultés à tenir les objectifs de production. Et donc, les coûts, en même temps, vont augmenter. On a notamment, je l'ai évoqué, une inflation sur les coûts de construction et puis sur les coûts globalement d'accès au foncier. Et donc, ce double effet nous a permis de quantifier en fait les montants et les besoins de financement. Et donc, c'est 165 milliards de financement cumulés qui seraient nécessaires sur la période pour faire face à l'enjeu de produire 600 000 logements supplémentaires par rapport au tendanciel sur lequel, bien sûr, le secteur fait déjà un effort très important. Pour faire 165 milliards de production supplémentaire, avec les paramètres actuels, l'hypothèse de 15 à 18% de financement en fonds propres sur les opérations, ce qu'on observe généralement dans le secteur, c'est entre 25 et 30 milliards de fonds propres supplémentaires qu'il faut mobiliser pour tenir cet objectif de production
de 600 000 logements supplémentaires. Alors, si on se dit que peut faire le secteur, c'est un peu votre question, quelle va être la réaction? Vous connaissez le modèle économique du logement social, hein, il combine un cycle d'exploitation et un cycle d'investissement. Que peuvent faire les OLS? Ils peuvent agir sur le cycle d'exploitation en essayant de trouver des leviers pour dégager des liquidités issues de ce cycle d'exploitation. L'augmentation des loyers, on comprend bien, vu les tensions sur le pouvoir d'achat, que c'est un levier qui pourra être utilisé qu'avec modération. L'amélioration de la performance opérationnelle, beaucoup d'efforts ont déjà été faits. C'est un levier qu'il faut toujours mobiliser, mais qui n'est pas extrêmement puissant. Il faut maintenir des effectifs au pied des immeubles, il faut accompagner les occupants. C'est un effort que le secteur a déjà fait il y a quelques années déjà. Donc là, est-ce qu'on peut considérer qu'on est un peu sur le volet de l'amélioration de la performance opérationnelle, un peu à l'os, comme on dit? Il y a toujours des petites marges de manœuvre, mais en tout cas, on n'est probablement pas sur un levier suffisamment puissant pour mobiliser les fonds propres à dégager. Là, j'évoque 25 milliards à trouver. C'est pas à l'échelle, en fait. Et il y a une grande variation aussi entre les acteurs. Certains sont manifestement à l'os et ont engagé des programmes d'efficience importants. La renégociation de la dette, là encore, beaucoup de travail a été fait avec le travail sur le haut de bilan, des renégociations de dette, de l'optimisation. Là-dessus, une professionnalisation des directeurs financiers, et puis beaucoup a déjà été fait. Ensuite, il faut examiner le cycle d'investissement, et là, à quoi peut-on penser? Dynamiser les subventions. On connaît l'état des finances publiques et des collectivités locales, donc pas toujours simple pour accéder peut-être à du foncier, enfin quelques subventions. Augmenter l'endettement en réduisant l'apport en fonds propres, ça c'est soumis aussi à l'avis des banques et à la soutenabilité financière du secteur. C'est un levier qui peut légèrement être activé. Ça va dépendre en fait de la situation capitalistique de certains bailleurs, mais c'est pas un levier extrêmement puissant et qui n'a qu'un temps. Et enfin, on en vient à la question d'un levier qui, en définitive, a été peu exploité ces dernières années, c'est le développement des cessions, puisque ça, c'est directement la capacité à obtenir des fonds propres et réalimenter la pompe de la construction. Alors, qu'est-ce que pourrait dégager économiquement, financièrement, la vente HLM? On a aujourd'hui un tendanciel autour de 15 000 logements vendus. Un objectif de 40 000 logements sociaux vendus par an a été fixé par la loi Elan, c'est 1% du parc cessible. Donc on pourrait considérer que si on tient cet objectif de 40 000 logements par an, c'est un effort supplémentaire de cession de 330 000 logements qui pourraient être cédés. Si on considère que la plus-value moyenne est de 80 000 euros par logement cédé, c'est ce qu'on a pu observer dans la période passée, c'est quand même un potentiel de fonds propres additionnels qu'on chiffre à plus de 26 milliards d'euros et qui permettrait, vous vous souvenez de mon chiffre de 25 à 30 milliards nécessaires pour tenir l'objectif plein et entier de 120 000 logements par an. Ça, ce sont les chiffres qui ont été posés dans le cadre de la loi Elan. C'est-à-dire 1% du parc avec un objectif à 40 000. À aujourd'hui, la tendance nous amène entre 9, 10, 11. Voilà, donc on sait là-dessus qu'il y a une marge de manœuvre qui est relativement importante. Tout à fait. Il y a des freins opérationnels à la cession. On en parlera tout à l'heure. On va y revenir, mais effectivement, on n'est pas aujourd'hui sur le tendanciel cible. En revanche, on voit l'intérêt que ça porte et a priori, c'est accessible puisque ce 1% de parc cessible, c'était une estimation, une ambition que se donnait le secteur. Maintenant, c'est pas simplement une idée, ça devient, me semble-t-il, un levier puissant à activer pour tenir les objectifs de production nouvelle. Alors après, la question se pose du comment opérer cette cession. Et donc, il y a trois modèles principaux de mise en œuvre de la cession. La cession à l'unité, portée par l'OLS, la cession à l'unité externalisée, donc confiée à un commercialisateur, et puis la cession en bloc, qui est en définitive le modèle que propose l'Office national de vente, l'ONV.
Alors on a voulu l'opérateur national. L'opérateur, excusez-moi, pas en concurrence avec les offices ou les organismes, mais bien opérateur au service de ces acteurs. Pardon pour la confusion. Alors justement, quels sont un petit peu les impacts des différents modèles, au moins du point de vue financier? On a souhaité, dans cette planche un peu complexe, présenter en fait ce qui revient en définitive à l'organisme en termes de fonds propres pour la cession d'un bien d'une valeur vénale théorique de 100 000 euros. Et donc, ce qu'on observe, c'est que dans la situation de la vente à l'unité internalisée, on aboutit à 82 K euros pour le bénéficiaire. En modèle externalisé, on va ajouter des coûts, des frais de commercialisation essentiellement à ce modèle-là. Et en cession au bloc, en définitive, on a en moyenne 5% de fonds propres en moins comparé au schéma de commercialisation à l'unité. Donc sur ce premier critère économique, il y a effectivement un coût lié à divers mécanismes de décote. Quelque part, c'est une externalisation qui est proposée à l'Office national de vente. C'est ça le modèle. Mais ça n'est que 5% d'écart, et donc il faut avoir en tête que ça n'est pas complètement significatif pour l'OLS. Oui, contrairement d'ailleurs à ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que la cession en bloc à l'ONV d'ailleurs ou à un autre bailleur, souvent les acteurs qui vendent pensent que la décote va être très très importante. Là, on voit avec le schéma que vous nous présentez que les différences au fond sont pas significatives, enfin en tout cas si significatives que ça. Bien sûr, parce que les coûts d'une équipe internalisée, ils sont du côté de l'organisme, et donc il faut des gens pour gérer, il faut piloter l'opération, il y a des coûts de remise en état, et diverses tâches qui quelque part sont traitées de façon professionnalisée et mutualisée dans l'hypothèse d'une cession en bloc par l'ONV. Et en fait, effectivement, dans cette slide, vous mettez le doigt sur toutes les formes de cession, d'ailleurs, qui sont parfaitement compatibles. C'est ce que je disais en introduction. L'idée n'étant pas de substituer la vente en bloc à d'autres formes de vente à l'unité, mais on voit bien que les différences, au fond, sont pas si significatives que ça. Voilà. Alors si, il y en a une très vraisemblablement, mais peut-être que vous allez nous la présenter. Non, mais peut-être effectivement de dire que les formes sont compatibles et que le recours à la cession en bloc s'envisage généralement comme complémentaire à l'existence d'équipes en interne, ce qui n'existe pas dans tous les OLS, mais qui peut être d'ailleurs soutenu ou pas par un commercialisateur lorsqu'ils n'ont pas d'équipe de vente. Mais il y a trois cas d'usage. D'abord, ça peut permettre d'accélérer des nouveaux ambitions, des ambitions en fait d'investissement à court terme. Ça c'est vraiment un motif de recours à la vente en bloc. C'est l'appui pendant la montée en puissance d'équipes de commercialisation interne. C'est-à-dire que il faut aussi recruter ces équipes, les mettre en place, et donc on peut combiner de l'internalisé et de la cession au bloc confiée à l'ONV, mais au départ, on n'est peut-être pas prêt. Vous n'avez peut-être pas aujourd'hui dans vos équipes une équipe professionnalisée et constituée, notamment pour les organismes les plus petits. Et puis, ça permet aussi peut-être de variabiliser cette force de vente, c'est-à-dire de combiner une équipe interne. Mais lorsqu'il y a des opérations plus importantes à faire, on peut imaginer de combiner avec de la cession en bloc. Alors, si on rentre toujours un peu techniquement sur peut-être les avantages, je vous ai évoqué l'effet d'accélération. Je pense que c'est un des leviers les plus importants en fait, et qui est l'avantage compétitif de la vente en bloc. C'est qu'en fait la cession en bloc, elle va permettre un effet de levier majeur pour lancer des opérations d'envergure à court terme. Pourquoi ? Parce qu'on va libérer les fonds propres au début du cycle de vente. Comme vous voyez là sur ce graphique, c'est quasiment tout de suite en fait à T+1, on va tout de suite récupérer en fait le produit de la cession, donc pas forcément exactement la valeur vénale. En revanche, si on était, et c'est l'autre courbe, dans un modèle de cession à l'unité internalisée ou même externalisée, eh bien on libérerait la moitié du potentiel après 6 ans, et il faudrait attendre 14 ans pour arriver au même résultat que la cession en bloc. Donc on diffère de façon très très importante en fait la capacité à capter ces fonds propres, et quelque part on obère la capacité latente
de l'organisme pour porter ces investissements. Et si on essaye de mesurer ça en termes de nombre de logements, ça veut dire que dans l'hypothèse là qu'on présente de la cession d'un ensemble de 20 logements qu'on vendrait, en fait très rapidement à T+5, on pourrait imaginer dans le cas de la cession en bloc en bleu de produire 50 nouveaux logements, parce qu'en fait on va pouvoir, et c'est ce qu'on a aussi observé, produire à peu près 2,5 logements neufs pour la cession d'un logement. Donc ça, c'est un effet de levier très intéressant. Et derrière, il y a toute une notion de parcours résidentiel aussi qui peut être imaginée pour adapter en fait les produits à la demande des locataires. Alors que dans l'hypothèse en bleu foncé de la cession internalisée, on va avoir des effets de palier avec diverses cessions qui sont rythmées dans le temps, et du coup une capacité de production qui est différée derrière. Et donc là, on retrouve nos 14 années pour arriver à produire la même chose, c'est-à-dire les 50 logements. Mais ils vont arriver, comme vous voyez, beaucoup plus tard. Voilà un peu en synthèse cette étude qui, au-delà de la modélisation sur la prospective économique, nous montre quand même à la fois l'existence de ce levier, pour certains qui ne l'avaient pas en tête, celui de la cession HLM, et puis la puissance qu'il peut avoir en cela qu'il libère rapidement des quantités importantes de fonds propres au service de la production neuve. Très bien, merci Alain pour cette présentation qui j'espère a été claire pour tout le monde. Vous avez la possibilité de poser des questions, je vous le rappelle, dans le fil et dans le chat que vous avez à droite de votre écran. Moi, j'ai une première question, je vous en ai posé quelques-unes, mais je vous en repose une. Au fond, le logement social, est-ce qu'il est en train de changer de modèle de financement ? Il est en train de se compléter avec, je pense, ce levier. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle traditionnel qui dégageait de l'autofinancement année après année, en définitive, aussi une assez bonne gestion, il faut bien le dire, faible taux de vacances, faible taux d'impayés, des loyers qui permettaient en fait d'alimenter le financement, puis surtout aussi des conditions d'accès au financement avec un livret A qui était, j'allais dire, accessible et permettait vraiment de conduire des opérations. Là, face aux tendances actuelles, sur lesquelles je reviens pas, l'inflation des coûts de construction, des prix de l'immobilier, ça devient ce levier en fait de la cession HLM est vraiment un levier additionnel qui transforme effectivement le modèle. C'est-à-dire qu'il faut penser la rotation des actifs très clairement pour les organismes. Ils le faisaient déjà. Donc je pense qu'il y a la vente HLM clairement est intéressante. Et puis après, il y a une modalité que j'examine qui est la vente en bloc, qui est là une modalité qui permet d'accélérer et peut-être de faire face là à quelques années compliquées qu'on est en train d'observer et où on a peur en fait d'un ralentissement de la production neuve. Et je crois que le secteur souhaite continuer, et puis toute la filière de l'immobilier a aussi besoin de travailler là-dessus parce que la demande de logement elle est massive. Donc on passe à un modèle, finalement patrimonial, c'est-à-dire que la vente HLM devient un dispositif gestionnaire. Absolument, qui se professionnalise, et je crois que à la fois avec une optique financière, mais aussi au bénéfice des locataires, de la qualité des logements, et c'est une occasion effectivement de s'appuyer sur aussi des professionnels parce que il y a des endroits où la cession est pas simple, il va falloir du temps aussi pour y arriver, et donc il y a besoin après de professionnaliser ce modèle-là. Une deuxième question qui me vient, mais elle a peut-être pas grand-chose à voir, mais enfin je vous la pose quand même. On peut avoir une accélération de la vente HLM et dans le même temps, on a une situation économique avec l'augmentation des taux d'intérêt qui rendent un peu frileux évidemment les acquéreurs, en tout cas qui les placent dans des conditions où c'est difficile d'obtenir des prêts.
Voilà, est-ce qu'au fond c'est le bon moment d'accélérer la vente HLM alors même que en bout de ligne les acquéreurs ont peut-être un peu de difficulté à obtenir des prêts. Peut-être une question d'ailleurs que je pourrais poser à Renaud tout à l'heure, mais je la pose à l'économiste. Oui, ça va pas être évident. Là, les sessions dans la période actuelle, tout le monde est un peu attentiste. Les transactions entre organismes peuvent être aussi un petit peu freinées. Donc, je pense qu'effectivement, confier à des commercialisateurs, ils vont avoir du mal. Et donc, en général, on va plutôt observer des phénomènes d'attente, pas tout de suite des cotes massives sur les prix, mais plutôt on va attendre. Je ne sais pas si c'est ce que vous observez déjà techniquement, mais on s'attend quelque part à un marché qui se fige un peu davantage. L'intérêt de l'ONV, mais vous l'expliquerez mieux que nous, c'est que tout de suite vous pouvez proposer la cession et tout de suite libérer les fonds propres et donc ne pas attendre le cycle plein de commercialisation. Très bien, merci Alain. Je regarde ma tablette et j'ai quelques questions. Alors, je les prends comme ça à la volée. Le coût n'est pas de 5%, mais 5% en plus du coût de l'équipe commerciale en place. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation sur cet aspect-là. Non, c'est bien 5% net en fait. C'est-à-dire qu'on a comparé le coût complet d'une internalisation ou d'une externalisation. Et donc, on compare bien l'écart entre le coût d'une session internalisée versus le coût d'une session en bloc. Donc, c'est bien ce qu'on observe, c'est un différentiel de 5%. De 5, à la fin. 5. Ouais. De 5%. Vous vouliez compléter, Aude ? Non. Vous êtes d'accord avec notre expert ? Tant mieux. J'ai une question de Clara. Comment se passe la vente en bloc avec l'ONV? On récupère le bâtiment vide ou on gère du relogement, etc., etc. Ça, Clara, je pense qu'on va l'aborder dans la seconde phase en fait de notre webinaire. Donc, je vous propose d'y répondre tout à l'heure et je pense qu'on sera assez complet sur le sujet. J'ai une autre question. Est-ce cette durée d'équilibre de 14 ans est-elle calculée en incluant les revenus des loyers, des logements encore à vendre pour la vente à l'unité ou seulement les produits de cession? Non, on intègre tout. Donc on a mis Une question, pardon, de Nicolas. Oui, non. Donc on a intégré en fait les loyers qui sont obtenus par le fait qu'on diffère la vente. En fait, il y a des loyers qui continuent à rentrer, donc on a intégré ça dans le modèle. Donc c'est intégré dans le modèle, hein? Oui, tout à fait. Très bien. Et je crois aussi que vous aviez calculé finalement la part d'autofinancement générée sur la période. Oui, c'est ça. Qui permet également, puisque donc ces loyers vont permettre par un écart de dégager de l'autofinancement, et donc cet autofinancement permet effectivement de faire de la production neuve. Donc effectivement, on compare bien les deux situations de façon complète. Très bien. Ce que je vous propose peut-être, c'est de passer à la seconde séquence de notre webinaire, puisque on est, je n'ai pas en tout cas en ligne de nouvelles questions. Ça ne vous empêche pas évidemment de poser des questions sur le modèle économique et cette étude au fur et à mesure du déroulé de notre webinaire, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc cette deuxième séquence de notre webinaire, avant d'y passer, je vous propose d'écouter le témoignage en fait de bailleurs sociaux qui sont les partenaires de l'ONV. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier de leur participation. Ils se sont volontiers prêtés à l'exercice. Nous leur avons posé une question simple. La place de la vente HLM dans votre modèle, pourquoi n'est-elle plus une option ? Au sein de notre modèle économique, la vente HLM est indispensable pour reconstituer les fonds propres qui sont nécessaires à la production de logements neufs et aux réhabilitations du parc existant. Pour Domo France, c'est environ 1700 logements en production neuve sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine annuellement, ainsi qu'un millier de réhabilitations en termes d'ordre de service annuellement également, et toujours sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Sur 5 ans, nous avons un objectif de vente de 1% annuel sur l'ensemble du parc cessible. C'est environ plus de 1800 logements sur les 5 années.
Et les produits de cession de la vente HLM représenteront 70% des fonds propres nécessaires à l'investissement sur les constructions neuves et sur les réhabilitations. Et c'est environ 13% des investissements qui seront réalisés sur la Nouvelle-Aquitaine. Si dans le passé, de nombreux organismes étaient opposés à la vente, alors pour de sombres raisons parfois, un peu dogmatiques, politiques, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, en raison de la taille de l'organisme, aujourd'hui, il me semble que c'est incontournable. C'est un incontournable même, la vente HLM. Pourquoi ? Nous avions eu une hausse des ponctions sur nos cotisations. Nous avons eu la réduction du loyer de solidarité. Il y a la hausse du livret A en ce moment, et alors on le vit difficilement. Et bien entendu, depuis plus de 10 ans, un fort désengagement de l'État. Le GIREP, dans la fin des années 90, s'est engagé dans la vente à l'occupant et Trois Moulins Habitat a suivi en 2003. Donc c'est vraiment une culture professionnelle que nous avons au sein du groupe Polylogie. Pour vous donner quelques chiffres, c'est entre 200 et 300 logements qui sont vendus chaque année pour le groupe. Nous avons une triple approche, une approche bien entendu économique ou financière, comme l'on veut. Ça nous permet de reconstituer des fonds propres. Nous avons, comme tout le monde, une approche patrimoniale, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'approche sociétale. Le client final, c'est l'accédant. Et cet accédant, on lui propose un beau parcours résidentiel, la boucle est bouclée. Il accède à la propriété avec un prix maîtrisé et un dispositif sécurisant. C'est une démarche très vertueuse, on a tendance à l'oublier. En raison de notre programme de rénovation urbaine et du très fort taux de vacances de l'ordre de 22%, on avait des résultats qui se creusaient ces dernières années et on avait l'impérieuse nécessité de reconstituer les fonds propres. Nous avons déjà une démarche de vente à l'unité et la vente en bloc à l'ONV était un bon moyen. Alors ça n'a jamais été une option à l'office puisque nous sommes engagés depuis de nombreuses années dans la vente HLM. Nous avons souhaité accélérer la reconstitution des fonds propres pour pouvoir porter notre ambition de développement et de réhabilitation en partant du principe qu'on est sur une respiration du parc, on est sur une promotion du parcours résidentiel et il faut aussi garder à l'esprit ce ratio d'un logement vendu pour 2 à 3 reconstruits dans nos régions. Vous l'avez entendu, le client final, c'est l'accédant. La vente HLM, c'est une démarche vertueuse. Ce que je vous propose, avant de donner la parole à Renaud Capel, c'est peut-être de faire une photographie un peu en chiffres de l'ONV. C'est-à-dire que nous avons été créés en mars 2019. Et évidemment, on a grandi, hein, on a acheté, on a vendu. Donc je vous propose de regarder une slide qui, en quelques chiffres, pose un peu un état des lieux sur l'ONV. Florence, est-ce que vous pouvez nous commenter un peu ces chiffres ? Oui, bien volontiers. Alors, parmi les chiffres que vous avez sous les yeux, je vais en retenir quelques-uns qui me paraissent bien illustrer le stade de maturité auquel nous sommes arrivés au bout de 4 ans, comme le disait David. Tout d'abord, bien sûr, le volume de logements que nous avons acquis. Nous avons acquis près de 7000 logements à ce jour. Pour mémoire, l'ONV a un objectif d'acquisition de 40 000 logements à horizon 2035. Donc, on a déjà fait un bon bout de chemin, mais il en reste encore un chemin significatif à parcourir. Ces 7000 logements s'incarnent dans pas loin de 200 biens acquis jusqu'à présent. On a l'habitude de dire à l'ONV, quand on fait un ratio un peu macro, qu'on achète un bien par semaine. Donc, ce qui est plutôt quelque chose de performant dans le secteur et significatif en termes de volume. Ces acquisitions représentent 768 millions qui ont été réinvestis dans le secteur HLM, correspondant au montant des acquisitions et donc qui ont été versés aux organismes de logement social qui nous ont vendu du patrimoine. Et puis, en contrepoint de ces logements acquis, bien évidemment, la question des logements vendus. Nous venons de passer le 500e logement vendu. Renaud nous donnera tout à l'heure un petit peu plus de détails sur le profil des acheteurs. Mais en tout cas, il ressort de ces chiffres qu'aujourd'hui, en 4 ans, l'ONV a fait la preuve
qu'ils savaient acheter et qu'ils savaient revendre. Et on est en ordre de marche pour continuer à travailler dans les prochaines années sur des volumes qui sont des volumes significatifs pour notre secteur. Et puis enfin, un chiffre que je voudrais souligner, alors qui n'est pas sur la slide, mais qui est un chiffre peut-être à caractère un petit peu plus humain. C'est le nombre de collaborateurs de l'ONV. Aujourd'hui, nous sommes 40 collaborateurs. L'ONV étant une structure qui se veut légère et qui reste une structure de pilotage. Oui, exactement. Je vous propose de passer à la seconde séquence de notre webinaire. Jingle. On va rentrer véritablement dans le réacteur, on va dire, de l'ONV au travers des questions que je vais poser un peu à mon équipe. Ma première question, je vous la pose, Renaud, parce qu'on va commencer par finalement notre mission finale, des marches vertueuses, comme l'a souligné le bailleur. L'ONV est une jeune structure. C'est un acteur qui est évidemment neuf. On est aujourd'hui le seul et unique acteur de cette nature dans le secteur. Et notre finalité, tout le monde le sait désormais, enfin en tout cas j'espère, c'est véritablement de vendre et de permettre à des personnes à revenus modestes de devenir propriétaires et prioritairement des habitants du parc social. Tout ça partout en France et dans des conditions évidemment sécurisées. J'en viens à ma question. Vous allez trouver qu'elle est un peu longue. Comment votre direction et votre équipe quotidiennement relèvent ce défi de la vente et, j'ai envie de dire, à si grande échelle? Écoutez, vous nous avez donné le mot-clé, un des mots-clés qui définit l'ONV et qui mène notre activité, c'est l'échelle, la notion d'échelle. Parce qu'effectivement, c'est une des particularités de l'ONV. On peut raisonner en termes d'échelle de plusieurs manières. Une échelle géographique, on l'a dit tout à l'heure, l'ONV intervient donc sur toute la France continentale et sur les Drômes. Donc en cela, donc c'est une échelle géographique à gérer. Également une échelle en termes de volumétrie, puisque là, de par son universalité tant géographique en type d'actifs résidentiels, bien nous intervenons sur des opérations de logement collectif, de logement individuel, avec des tailles plus ou moins importantes. On va d'opérations d'une dizaine de logements à des opérations de 200 logements. Donc effectivement, on est sur une diversité qui est forte. Et cela avec des objectifs toujours en volume de vente ambitieux, puisque l'ONV, sa finalité, c'est de vendre, c'est l'opérateur national de vente. Également, troisième notion d'échelle, qui est un peu le corollaire de ce que je viens de dire, ou la répercussion de ce que je viens de dire, c'est l'échelle des prix de vente. Puisque cette diversité, on la retrouve aussi dans les prix de vente. On intervient en zone détendue, en zone tendue. Et donc aujourd'hui, on peut le dire, on a des facteurs 10 quasiment de prix de logements mis en vente, donc par les équipes de la direction vente. Et évidemment, tout cela dans l'environnement de la vente sociale que vous connaissez, donc qui est évidemment très réglementé. Et dans le respect aussi de dispositifs de sécurisation. Et là, par exemple, l'ONV a mis en place, donc par rapport à la garantie de rachat, une assurance revente supplémentaire. D'autres opérateurs le font, mais nous le faisons également pour nos clients. C'est-à-dire qu'on va plus loin à l'ONV que ce qui est normalement commandé par la vente HLM? Oui, nous allons un petit peu plus loin. Nous ne sommes pas les seuls. D'autres opérateurs le font, notamment avec une assurance revente qui couvre 100% à 100% le prix d'acquisition initial par le client. Face à ces enjeux, face à ces dimensions diverses de l'ONV, nos enjeux, c'est vraiment la sécurisation, la proximité et la qualité qui doit être la même que l'on soit à Nantes, à Paris ou à Montceau-les-Mines. On doit avoir le même niveau de qualité pour nos clients et le même niveau d'accompagnement. Donc ça, on y tient évidemment énormément. Alors comment maintenant est-ce que nous allons relever ces défis? J'ai envie de dire que on va s'articuler autour de deux axes principaux. Le premier qui est un axe d'organisation et de pilotage, on l'a dit tout à l'heure, ce mot pilotage, celui-là aussi définit vraiment l'essence de l'ONV, qui est un organe de pilotage, avec un maillage externalisé pour la proximité, dédié à la proximité. Aujourd'hui, au niveau de la direction vente, nous travaillons avec 6 acteurs donc de la commercialisation, 6 entités différentes.
Donc ça, nous avons mis cela en place pour mailler toute la France. Ça veut dire que l'ONV n'a pas ses propres commercialisateurs? Non, tout est externalisé. Effectivement, le maillage est complètement externalisé au niveau des commercialisateurs, mais aussi au niveau de la contractualisation, parce que c'était un autre défi opérationnel que nous avons réalisé, que nous avons pu mettre en place. C'est la phase contractualisation, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on veut garder cette proximité avec les clients, et pour ce faire, on a mis en place donc une organisation, je pense, unique en France, avec 3 notaires centralisateurs en front que nous pilotons et qui eux-mêmes, à aujourd'hui, pilotent une 50aine de notaires quand même répartis sur toute la France, et cela pour garder cette proximité et cette qualité de service que nous devons à tous nos clients acquéreurs. Donc cela nécessite une coordination évidemment avec tous ces acteurs, et j'en profite pour remercier aussi les équipes de l'ONV qui sont mobilisées tous les jours pour les clients. Un petit accent sur la sécurisation qui est toujours important. Une petite illustration. Évidemment, un effort de coordination important, un effort d'harmonisation documentaire et des pratiques important, parce que si commercialisateur derrière, vous avez une 60aine de négociateurs derrière qui œuvrent dans toute la France. Idem pour la partie contractualisation. Donc nous, on essaye vraiment d'harmoniser au maximum et de sécuriser au maximum nos process. Et dernière chose, tous nos actes, y compris les promesses, sont authentiques. Donc avec notaire. Le deuxième axe pour relever le défi, c'est un axe d'accompagnement. Évidemment, la qualité de service, nous y sommes attachés. Donc ça passe par la pédagogie. C'est l'accompagnement des acquéreurs. Absolument, l'accompagnement des acquéreurs, c'est ce qui nous meut vraiment au niveau de la direction de la vente et au niveau de l'ONV également. Et pour ce faire, nous avons monté donc un outil pédagogique avec l'AFPOLS, donc qui est un organisme très très connu dans le secteur social, absolument. Donc un outil pédagogique qui va s'articuler avant la vente, c'est-à-dire que nous avons à disposition non seulement de tous les occupants de l'immeuble, mais aussi de tous les candidats, un outil en distanciel qui va vous expliquer comment fonctionne une copropriété. Donc là, on insiste sur l'universalité de l'outil, il est accessible vraiment à tous. Et là, c'est pour préparer justement les futurs copropriétaires à ce changement de statut de locataire vers celui de copropriétaire. Donc là, ça nécessite vraiment un accompagnement en amont, mais pour cette mutation, parce qu'il y a un enjeu aussi sociologique qui est important au niveau des résidences et comportemental. Donc universel, outil de sensibilisation qui va revenir ensuite après la vente, là cette fois par des sessions en présentiel que nous organisons toujours avec l'AFPOLS. On va rentrer dans des éléments un petit peu plus techniques. Et pour y avoir assisté, je peux vous dire que on constitue le terreau des conseils syndicaux efficaces de demain. C'est-à-dire qu'on suscite l'implication, on donne les clés donc aux gens qui sont devenus copropriétaires, les clés pour décider, pour avoir une vision et pour pouvoir effectivement bien gérer la résidence, puisque la pérennisation d'une copropriété dans le futur, c'est pas seulement les aspects techniques bâtimentaires, c'est aussi et peut-être surtout des comportements et une connaissance à mettre en place auprès de nos nouveaux acquéreurs. Donc on est là pour les accompagner, même après la vente, sur ces sujets. Donc à grande échelle, l'ONV continue d'accompagner au plus près les acquéreurs. Donc c'est pas qu'une machine financière. On est bien dans cette notion d'accompagnement qui est très importante. Absolument. Je vais me tourner vers vous, Aude. Évidemment, avant de vendre, il faut acheter. Ça, c'est clair. Donc, c'est un peu une lapalissade, mais enfin, c'est mieux quand on le rappelle. Et au fond, qu'est-ce qu'on achète à l'ONV et qu'est-ce que on peut nous vendre et j'ai envie de dire dans quelles conditions. Il y a un certain nombre de questions qui reviennent un peu justement sur ce volet-là sur le chat. Donc, je pense que votre intervention est attendue, Aude. Écoutez, j'espère. Merci David. Donc, avant de répondre à ces questions, je voulais tout de même rappeler, même si certaines choses ont déjà été dites, mais rappeler 2 principes fondamentaux. Le premier, c'est que l'ONV est donc accélérateur de la vente HLM, on l'a bien dit tout à l'heure, donc il s'inscrit pleinement dans ce dispositif. Et ensuite, l'ONV est un outil universel à destination des bailleurs sociaux. Donc, à la question déjà première, qu'achète l'ONV, donc étant accélérateur de la vente HLM, de façon très logique, nous achetons des patrimoines adaptés à la vente HLM. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas une structure de défaisance et qu'avant de se positionner sur un patrimoine, nous allons tenter d'évaluer sa commercialité. Sa commercialité au sens capacité des locataires à acquérir leur logement, et puis commercialité au sens dynamique et potentiel de marché.
Voilà. Alors au-delà de cet enjeu essentiel de commercialité, Renault a déjà cité finalement quelques critères qui sont bien entendu. Donc nous achetons des patrimoines individuels, collectifs, situés en zone tendue ou détendue, en France entière et y compris dans les DROM, puisqu'on a déjà acquis notamment à La Réunion. On peut citer également les critères finalement les critères classiques et réglementaires de la vente HLM. Donc les patrimoines doivent être inscrits depuis plus de 10 ans dans le parc social et on est sur des étiquettes énergétiques allant de A à E. Donc voilà, c'est important d'avoir ces éléments en tête quand on est bailleur social et qu'on veut proposer un bien à l'ONV. Sur cette notion d'étiquette, et pardon de vous couper, Aude, il y a une question, mais sur laquelle on reviendra tout à l'heure sur les travaux de rénovation énergétique. Voilà, ce sont des aspects sur lesquels on reviendra. Donc, voilà, je vous en prie. Alors ensuite, il y avait la question qui peut vendre à l'ONV. Oui. Je le disais, on est outil universel. Donc bien évidemment, on s'adresse à tous les types de bailleurs sociaux, qu'ils soient OPH, ESH, SEM ou COP. Et donc à la direction des investissements, nous analysons de façon équitable et objective toutes les candidatures de tous les bailleurs sociaux. Et puis, il y avait, je crois, le dernier volet de votre question, David, sur les conditions de cession. Et je pense que ceux qui nous écoutent vont être surtout intéressés par les conditions financières de cession à l'ONV. Donc là, on peut rappeler déjà que l'ONV n'a pas d'objectif de marge. Alors on a tout de même un objectif d'équilibre et donc à la direction des investissements, on va tenter de trouver justement cet équilibre, donc c'est-à-dire entre pouvoir offrir le prix le plus élevé au bailleur social vendeur, tout en permettant de proposer à l'acquéreur final un logement de qualité et à un prix abordable. Donc concrètement, notre valorisation donc s'appuie sur les prix de revente escomptés, auxquels on va déduire les travaux nécessaires à la mise en vente des logements, et puis l'ensemble des coûts, on l'a vu tout à l'heure effectivement sur la présentation d'Alain, donc l'ensemble des coûts liés à l'opération de mise en copropriété revente, c'est ce qui explique effectivement cette décote. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on va essayer, c'est de se coller, d'être le plus proche possible finalement du montant des fonds propres que le bailleur effectivement aurait perçu s'il faisait lui-même la cession à l'unité. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris. Si vous voulez tirer le maximum du potentiel financier qu'offre la cession en bloc et qu'on a vu tout à l'heure, il est important de bien cibler le patrimoine que vous allez proposer. Très bien, moi j'ai une question qui me vient, mais elle a été aussi posée par Clara. En QPV, est-ce qu'on peut acheter ? Alors, on a déjà acheté en QPV. On a à peu près 8% de nos logements qui sont situés en quartier prioritaire de la ville. Donc oui, sous réserve des critères que j'ai cités précédemment sur tout de même l'occupation sociale, la dynamique de marché. Mais voilà, ce n'est absolument pas rédhibitoire d'être situé en QPV. Je le rappelle aussi, l'ONV, outil de place à caractère universel, certes filiale du groupe évidemment Action Logement, mais nous avons vocation évidemment à acheter à l'ensemble des bailleurs sociaux, qu'ils soient OPH, ESH, voilà, exactement, ou exactement. À l'intérieur du groupe Action Logement ou non. Voilà. Je me tourne vers vous, Florence. Une fois qu'on a acheté et qu'on est devenu propriétaire, évidemment, s'ouvre une phase de portage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne à ce moment-là du cycle de la vie du patrimoine au sein de l'ONV? Oui, tout à fait, David. Donc, la phase de portage est gérée au sein de la direction des copropriétés. Et en effet, dans le modèle de l'ONV, l'organisme vendeur reste le gestionnaire pendant la phase de portage. Donc, il s'agit d'un choix d'organisation qui a été effectué au moment de la création de l'ONV et qui a été voulu notamment par l'État
qu'il y a vu une garantie du maintien de la qualité de service. En effet, finalement, qui est le mieux placé pour garantir une forme de continuité que le bailleur qui a le plus souvent construit un immeuble et qui l'a entretenu pendant plusieurs années. Donc ça semble être un choix très logique, et quand on ajoute à cela l'impératif de gestion de proximité qui est lié à la gestion immobilière, c'est un choix qui s'éclaire d'autant plus. Donc il n'y a pas d'impact sur les équipes en fait du bailleur, c'est-à-dire ils vont continuer à gérer le bien. Oui, tout à fait. La partie exploitation continue à être gérée par les équipes du bailleur. Donc vous l'avez compris, on s'inscrit dans une relation qui est une relation au long cours pendant toute la phase de portage. C'est aussi une relation qu'on veut à l'ONV, qu'on a construite comme ça, comme étant très partenariale. Et elle est définie dans le cadre d'un protocole de coopération, donc qui est un document assez formel. Mais finalement, que dit le protocole de coopération? Il nous renvoie aux missions exercées par le bailleur, qui sont des missions qui ne sont vraiment pas très exotiques. Il s'agit de quittancer, de recouvrer et d'entretenir le patrimoine. Alors, sur les parties privatives et les parties communes durant la période de pleine propriété, et puis à partir du moment où on bascule en copropriété, uniquement sur les parties privatives. Aujourd'hui, d'ailleurs, je voudrais préciser qu'on travaille à peu près avec une quarantaine de bailleurs. On l'a montré tout à l'heure dans les chiffres, mais voilà, ça devient conséquent. Tout à fait. Donc une quarantaine de bailleurs, et sont des bailleurs qui sont très hétérogènes, que ce soit par leur taille. Donc on a parlé tout à l'heure de l'hétérogénéité de la taille des patrimoines, de la surface aussi territoriale. Donc les bailleurs avec lesquels on travaille sont le reflet de cette hétérogénéité. En revanche, il y a une ligne rouge, un fil rouge plutôt, dans notre manière de travailler avec les bailleurs, c'est la notion de l'accompagnement que l'on met en place au démarrage de la relation, parce que pour la plupart des bailleurs avec lesquels on travaille, l'activité de gestion pour compte de tiers n'était pas une activité dont ils étaient familières. Donc il y a eu une phase de rodage mutuel, et aujourd'hui ce que l'on observe avec le retour d'expérience, c'est que après cette phase de rodage, à partir de 3 à 6 mois, on arrive en phase de fonctionnement courant ensemble. Et pour finir, il y a deux choses que j'aimerais souligner aussi au sujet de la copropriété. La première, c'est tout simplement la mise en copropriété des logements et des bâtiments que l'on acquiert, parce que aujourd'hui, l'ONV a développé une expertise de la mise en copropriété. C'est une activité qui n'est pas dans le cœur de métier des bailleurs. Notamment, j'ai envie de dire, la mise en copropriété de bâtiments anciens qui peuvent être parfois un peu complexes à opérer. Donc, à l'ONV, on dégage finalement le bailleur de cette mission. Et puis le dernier point, on l'a évoqué en filigrane aussi avec l'intervention de Renaud sur l'importance de la formation. C'est un objectif qu'on s'est fixé, qui est un objectif de 0 copropriété dégradée. Donc on estime que de par le volume que l'on va acheter dans les prochaines années, on va être à l'origine de la création de 800 copropriétés environ. Donc ce sont des chiffres qui sont significatifs, et vous comprendrez aisément que la prévention de la fragilisation des copropriétés est évidemment au cœur de nos préoccupations au quotidien. Oui, on y reviendra peut-être tout à l'heure à l'occasion de questions qui pourront nous être posées. Donc, on va répondre, le temps de checker, comme on dit, vos questions en ligne. Je vous propose de regarder une courte vidéo, une nouvelle fois en retour d'expérience de nos bailleurs, enfin ceux qu'on a déjà entendus tout à l'heure. Depuis notre entrée en relation avec l'ONV, donc depuis 2019, nous avons réalisé 400 ventes de logements, ce qui représente un quart de l'ensemble des ventes réalisées par Domo France sur la même période. À titre d'exemple, sur l'année 2022, nous avons réalisé 69 ventes de logements avec l'ONV. Eh bien, cela représente plus de 33%
des fonds propres que nous avons réinvestis aux ordres de service sur ce même territoire, c'est-à-dire la Gironde et le Lot-et-Garonne. Dans le cadre de la signature de la convention de partenariat réalisée en 2021, nous avons prévu, pour les années à venir, de réaliser avec l'ONV 50 à 80 ventes de logements. Alors, quand l'ONV a lancé son premier appel à manifestation, nous finalisions notre convention d'utilité sociale et en Seine-et-Marne, il y avait 0 perspective de signature à moyen terme. Donc, cet appel à manifestation a coïncidé avec nos attentes. Nous avions dans notre plan de vente quelques immeubles qui étaient prêts à la vente. On a réussi à vendre à l'ONV 3 ensembles immobiliers représentant 31 logements. Et à ce jour, 22% de ces logements ont été revendus. Bien entendu, nous privilégions la vente de nos logements via nos équipes internes, mais nous ne sommes pas fermés à étudier toute autre opportunité de partenariat. Alors les raisons, elles sont multiples. Tout d'abord, se tourner vers le groupe Action Logement, qui a une réelle expertise, ingénierie et surtout force de frappe financière. L'outil de l'ONV a été développé suite à la loi Elan. Loi Elan avec bien entendu la réduction de loyer de solidarité qui impacte assez lourdement les bailleurs sociaux. Et par la vente en bloc, on va permettre d'accélérer, on va dire, le taux d'écoulement, puisque sur une vente classique, c'est de l'ordre de 10 à 15 ans. Avec l'ONV, à l'issue de la cession, nous pouvons bénéficier des fonds. La deuxième raison également, c'est de pouvoir devenir un prestataire de service pour l'ONV, que ce soit pour la gestion ou pour la fonction syndic, puisque à l'OMH du Grand Nancy, nous disposons de cette expertise de syndic de copropriété. Par les produits de cession dégagés par la vente à l'ONV, on veut aller au-delà justement de notre programme de rénovation urbaine, puisque sur les prochaines années, l'essentiel des financements à l'office sont concentrés sur ce programme, mais l'idée c'était de pas non plus oublier le reste du patrimoine. Donc on a en tête 2-3 projets, notamment une résidence étudiant ou en tout cas jeune actif qu'on aimerait bien intégrer à notre plan stratégique de patrimoine qu'on est en train de réécrire. On a aussi une réhabilitation exemplaire sur la rue de la Colline. En tout cas, que l'ONV n'ait crainte, les fonds seront bien réinvestis sur le même bassin d'habitat. Alors, une fois les biens vendus à l'ONV, il y a quand même un passage obligé qui est la convention de gestion, qu'on appelle pompeusement une convention de partenariat public-public. Le mandat de gestion a déterminé un cadre très exigeant, parfois un peu contraignant, mais au moins on s'y retrouve parce qu'on sait ce qu'on doit restituer tous les trimestres. Et aujourd'hui, dans le cadre des comités de pilotage, on rigole, ça se passe bien. Ça se passe bien pas parce qu'on est sympa et qu'ils sont sympas, ça se passe bien parce qu'il y a un cadre. Aujourd'hui, sur les 3 processus, que ce soit la gestion locative, la gestion des travaux ou la comptabilité, nous avons des 2 côtés des interlocuteurs dédiés. Et je pense qu'aujourd'hui, les relations se passent bien entre l'ONV et Domo France. La collaboration avec l'ONV est riche et forte, il y a un réel niveau d'exigence et ça va permettre aux équipes de monter en compétence sur ce qu'on appelle le mandat de gestion. On va devenir prestataire de service, que ce soit pour la gestion du bien, mais également pour le syndic de copropriété. Donc c'est des éléments qui obligent, qui sont structurants et qui vont permettre de faire grandir l'office à ce niveau-là. Et oui, nous sommes satisfaits de ce partenariat avec l'ONV. Oui, nous signerions à nouveau si c'était à refaire demain. Dans les comités de pilotage, on rigole, nous dit monsieur Parigot, mais à l'ONV, on travaille aussi, mais on travaille dans la bonne humeur et évidemment dans le sérieux. J'en viens aux questions, et il y a un certain nombre de questions, donc on va chacun d'entre nous tenter de répondre. La première, le BRS peut-il être associé à l'ONV? Le BRS. Vous voulez que je réponde peut-être, voilà. Aude, je me tourne vers vous, c'est vous la spécialiste. Enfin. Alors effectivement, il était évident que l'ONV devait à un moment s'intéresser à ce dispositif d'OFS BRS.
Donc on a mené des réflexions dans le cadre de groupes de travail au sein de l'ONV et on est arrivé finalement à plusieurs conclusions. La première, c'est que le modèle de l'OFS n'est finalement pas adapté au modèle économique de l'ONV, puisqu'un office foncier solidaire a pour vocation à garder du foncier sur le long terme. Or, l'ONV n'a pas vocation justement à s'inscrire sur du très très long terme. En revanche, nous avons regardé aussi les opérateurs BRS et là, il nous semble assez intéressant effectivement que l'ONV puisse à un moment donné se positionner en tant qu'opérateur BRS. En revanche, on a en amont un petit travail à faire sur la réglementation et notamment le CCH, puisque à l'heure actuelle, le CCH ne nous permet pas d'être opérateur BRS, mais on y travaille. Oui, c'est une des options effectivement sur lesquelles on est en train d'avancer. Une autre question que je prends directement, l'ONV peut-il acheter des logements ne répondant pas aux normes d'habitabilité? Exemple, en DPE, DF ou des G. Alors, donc là, ça rejoint les critères réglementaires de la vente HLM dont je faisais référence tout à l'heure. Donc non, l'ONV ne peut pas acheter des patrimoines en F et G puisqu'on ne pourrait pas les revendre. Donc on est sur des étiquettes allant de A à E. Et puis un point important aussi, c'est qu'au moment où l'ONV achète un immeuble, on a besoin d'avoir obtenu par le bailleur social de l'autorisation de vendre par le préfet. Et pour avoir cette autorisation de vendre, il faut que les logements répondent aux normes d'habitabilité. Tu as un complément sur ce volet-là, sur les normes d'habitabilité, Renaud? Disons qu'on les retrouve sur la vente unitaire évidemment, puisque une fois qu'il y a eu transfert de propriété au bénéfice de l'ONV, pour que nous-mêmes puissions revendre à l'unité, il faudra que nous produisions effectivement auprès des clients et des autorités compétentes un certificat norme minimale d'habitabilité que vous signez d'ailleurs, David. Une autre question, qui est une question intéressante et importante, même si elles le sont toutes. Quels sont les délais moyens entre l'acquisition aux bailleurs et la revente aux acquéreurs? Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Oui. Eh bien, écoutez, là, ce qu'on peut constater en délai, effectivement, c'est assez élastique, puisqu'on a des opérations plus ou moins complexes, tant en termes de négociation à l'acquisition que de montage, puis de mise en vente. Je dirais qu'au plus long des délais, alors il peut aussi y avoir des travaux, évidemment, sur ces opérations-là, puisque il faut savoir que quand on met en vente à l'unité, les travaux sont réceptionnés. Donc on ne vend pas à l'unité sous le régime de la vire. Donc effectivement, selon la complexité technique travaux des opérations, on peut aller jusqu'à 24 mois. En moyenne, les opérations les plus courtes, le cycle le plus court que j'ai pu constater, c'était 6 mois, où là, effectivement, puisqu'on achète des opérations à mettre en copropriété, voire qui sont déjà en copropriété aussi, donc ça joue, le volume joue également. Donc au plus court 6 mois, au plus long, on peut aller jusqu'à 24 mois s'il y a une programmation travaux. Et en moyenne, on est à 1 an à peu près. Oui, absolument. Très bien. Une autre question qui va davantage vous concerner, Florence. Bonjour. Concernant le portage, le mandat de gestion est établi sur quelle base de rémunération? C'est la question. La rémunération, elle est de l'ordre aujourd'hui de 10% des loyers en moyenne. Donc, Aude me complétera peut-être, mais le pourcentage de rémunération peut varier en fonction des caractéristiques du bailleur et aussi de la part de vacants au moment de la cession. Aude, je ne sais pas si tu souhaites compléter. Oui, alors c'est vrai qu'on a déterminé la rémunération. Alors on ne parle pas d'ailleurs de rémunération, mais d'indemnisation des coûts liés à la gestion locative dans le PCPP. Et en fait, ça a été déterminé sur la base d'une étude réalisée par un cabinet indépendant et effectivement qui prend en compte un certain nombre de critères liés aux organismes. Donc effectivement le nombre de logements gérés, la répartition aussi et le nombre d'agences qu'a le bailleur, la répartition entre individuels et collectifs, etc. Et donc effectivement ensuite en fonction des immeubles et du taux de vacances, on a un taux qui va venir varier. Une autre question, les logements acquis par l'ONV doivent-ils être libres de tout occupant?
Alors, finalement, l'objet et la finalité de l'ONV, c'est de vendre et de vendre prioritairement aux locataires occupants. Donc non, il ne faut surtout pas que les bâtiments soient libres de toute occupation, sinon on ne rentrerait pas dans notre mission sociale. En revanche, il est vrai que au fur et à mesure des libérations, il n'y a pas de relocation des logements qui sont du coup devenus vacants. J'ai une question aussi qui est posée en ligne. Quelle est la répartition entre zone tendue et zone détendue? C'est-à-dire qu'on achète, mais comment ça, en termes de pourcentage, ça se répartit? Alors, si on regarde finalement en nombre de biens, donc en nombre de programmes achetés, on est à peu près à 50-50 entre la zone détendue et la zone tendue. En revanche, si on regarde au nombre de logements, alors là, l'écart se creuse, puisqu'on a 68% de nos logements qui sont situés en zone tendue et 32% en zone tendue. Alors, ça s'explique beaucoup... Détendu, pardon. 68 tendus et 32 détendus. Et ça s'explique beaucoup parce que on a, par exemple, en zone détendue, plutôt des petits ensembles immobiliers de logements individuels, alors qu'on va retrouver des collectifs de plus grande importance sur des zones tendues et notamment en Île-de-France. Un complément sur peut-être sur la vente. Alors le panorama peut être un petit peu différent puisque c'est dépendant des lancements auxquels en commercialisation auxquels nous procédons. Là, je dirais là c'est la zone détendue en termes de vente qui prend un petit peu le pas sur la zone tendue, tant en termes de nombre de ventes qu'évidemment qu'en termes de produits de cession. Là aujourd'hui c'est la zone détendue qui est devant en termes de mise en vente. Mmh. Une autre question en ligne, je pense que c'est Renaud, vous allez continuer à prendre la parole, c'est quel est le profil des acquéreurs de l'ONV à aujourd'hui? Alors, à titre liminaire, l'activité de la direction vente a connu sa première année de plein exercice en 2021, donc comme ça a été évoqué tout à l'heure, on a vendu un peu plus de 500 logements. Pour la mise en commercialisation à aujourd'hui, donc sur cette temporalité-là, de 3150 logements. Ce qui veut signifier en termes clairs qu'on a vendu aujourd'hui 16% de ce que nous avons mis en commercialisation à aujourd'hui, avec tous les effets de glissement que l'on peut connaître. En termes de profil acquéreur, on l'a évoqué tout à l'heure, donc on est à 43% de vente au profit de locataires occupants ou de locataires du parc HLM, y compris en ONV évidemment. Donc, pour être plus dans le détail, on est à 27% de locataires occupants, à 16% de locataires HLM et à 57% de tiers. Donc, considérant ces 43%, on rentre complètement dans notre mission d'utilité sociale. Il ressemble à quoi, ces tiers? Ils ressemblent à quoi ces tiers? Alors ils sont un peu plus jeunes. Pardon pour la question un peu triviale, mais oui. Alors je vais essayer donc pour des raisons de compliance de pas trop en dire. Malheureusement, pas trop en dire, mais ils sont plus jeunes. Ce sont des couples. Ils sont plus jeunes. Ils sont aujourd'hui sur les 500 ventes, on est à peu près 90% de l'un des deux co-acquéreurs qui est salarié. Voilà, on est sur des acquisitions de T3, T4 en typologie dominante, donc avec enfants. Et sur les tiers, on est à 96% sur des acquisitions en résidence principale. Donc on a très peu d'investisseurs. Voilà. Et donc ce tiers, il est par rapport aux revenus, il est à quel type de montant? Alors, est-ce que ce sont des investisseurs? Est-ce que alors il y en a, mais ça reste. Enfin, ils sont assez peu nombreux. Ça reste assez marginal. Je dirais que si je devais faire un comparatif sur les tiers hors tiers qui viennent du parc HLM, donc les tiers du privé, à 66%, ce sont des personnes qui sont en deçà des revenus du PLUS, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, qui est le plafond au-delà duquel, enfin en deçà duquel vous rentrez dans les seuils d'éligibilité au logement social en fait, de plus. Donc voilà. Donc on est pleinement dans notre mission d'utilité sociale. Quand on entend tiers, vente au tiers à l'ONV, c'est pas des investisseurs, c'est pas des gens qui sont là pour faire de l'argent. Ce sont véritablement des
Alors Ah non, ça répond vraiment à un besoin. Moi, quand vous me parlez de tiers, je pense à des familles monoparentales, je pense à des jeunes qui rentrent dans la vie active, je pense même à des jeunes qui sont encore chez papa-maman. Voilà. Donc c'est vraiment notre objet. Hein. Donc nous le remplissons, absolument. Très bien. Une autre question. Je suppose que le locataire en place est prioritaire. Oui. Oui. Et que se passe-t-il s'il refuse d'acquérir ? Alors, effectivement, c'est la réglementation de la vente sociale, hein, le sujet. Effectivement, le locataire, pour pouvoir se positionner sur son logement déjà, il doit être occupant depuis plus de 2 ans pour pouvoir occuper son logement. Et s'il ne souhaite pas se porter acquéreur, eh bien, il reste locataire de son logement, droit au maintien dans les lieux. Donc, il reste locataire tout simplement. Et il pourra évidemment déclencher, quand il le souhaite, s'il en a l'envie et les moyens, eh bien, il pourra rentrer dans un parcours d'acquisition à tout moment, tant qu'il est locataire. Mais il reste locataire de manière classique, à vie. Très bien. J'ai une question sur les invendus. C'est-à-dire que vous achetez en bloc et que faites-vous des invendus ? Une question pour Florence. Voilà. Ou pas d'ailleurs, peut-être Aude. Non, vas-y, Aude, vas-y. Ouais. Alors, pour rappeler aussi, on reste une structure jeune. Hein, nos premières acquisitions ont été faites fin 2019. Première revente, comme l'a dit Renaud, première année pleine finalement 2021. Donc, on n'en est pas encore. Notre phase de portage doit durer 15 ans. Donc, on n'en est pas encore à se poser la question finalement des invendus. Alors oui, tout à fait. Sur le sujet, on n'a pas encore la maturité nécessaire aujourd'hui sur le sujet, mais c'est bien de le souligner parce qu'effectivement, il y a des opérations qui sont plus ou moins liquides selon les zones, selon les aspects bâtimentaires de ce que nous mettons en vente ou la sociologie d'un immeuble. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on va faire sur les invendus ? Donc aujourd'hui, on dessine une stratégie commerciale avec des faits générateurs qui vont se déclencher à plus 6 mois, plus 9 mois, plus 12 mois après le lancement de la commercialisation. Ces faits générateurs vont donner lieu à des journées portes ouvertes, à certaines actions commerciales, donc pour permettre de fluidifier la commercialisation. Il faut quand même se rappeler qu'en vente sociale, on est sur des cycles de vente qui sont longs, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, on ne délivre pas congé, c'est-à-dire un locataire qui n'achète pas reste en place, peu importe sa situation, il reste en place. Donc effectivement, on est sur des cycles de vente de 15 à 20 ans. Donc pour vendre l'intégralité des logements d'une résidence, on est sur des cycles de vente longs et on a une stratégie commerciale ad hoc qui se dessine en fonction de la temporalité par rapport à une date de mise en commercialisation, évidemment. Oui, il y avait peut-être aussi dans cette question-là la fin du modèle de l'ONV, puisque vous le savez, le dispositif de l'ONV est un dispositif qui est arrêté dans le temps. Hein. Notre échelle, c'est à peu près jusqu'à 2050. Et je pense que la personne qui pose la question parlait du stock des invendus, évidemment, à la fin du modèle. Peut-être que Florence, vous pouvez rebondir un tout petit peu là-dessus de manière assez courte, puisque j'ai des questions qui arrivent derrière. Oui, volontiers. On est sur une durée de portage, au-delà rappelé, de 15 ans à partir de la date d'acquisition d'un immeuble. Donc, on a commencé à acquérir en 2019. Donc, la première date à laquelle notre fin de période de portage va arriver, c'est 2034. Et on envisage d'acquérir jusqu'en 2035. Donc, la fin du modèle de l'ONV, c'est 2050. Et à l'issue de ces 15 années, pour chaque millésime d'acquisition, il est prévu que le stock de logements qui est invendu soit prioritairement proposé aux bailleurs vendeurs d'origine. Et s'il n'était pas candidat à l'acquisition, il serait revendu à un autre acteur du logement social. Ça me donne l'opportunité peut-être de vous poser une question sur le financement de l'ONV, c'est-à-dire que comment on alimente en fond l'ONV, sachant que Action Logement a doté au départ l'organisme d'un milliard de fonds propres ou de quasi fonds propres. Comment va justement se financer l'ONV dans le temps ? Alors effectivement, l'ONV est né sous une très très bonne étoile compte tenu de sa dotation en fonds propres et quasi fonds propres. On est sur un plan d'investissement à l'ONV qui est compris entre 5 et 6 milliards selon nos estimations. Donc évidemment, ce milliard de fonds propres, quasi fonds propres, n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, on a entamé une démarche de financement bancaire classique et on sait que compte tenu des montants que l'on devra aller chercher, à un moment donné, il faudra qu'on les mette sur les marchés obligataires. Donc le moment n'est pas venu, on n'a pas la maturité pour le faire aujourd'hui, mais on sait qu'à moyen terme, ça va être un incontournable.
Très bien. Il y a un certain nombre de questions, évidemment, sur les enjeux liés à la rénovation énergétique. Je prends une question. Alors, l'intérêt de la vente en bloc s'inscrit dans le cadre des obligations de travaux de rénovation énergétique. L'ONV tient-il compte évidemment de tous ces enjeux dans les transactions immobilières? Alors, on en est où sur le volet de la rénovation énergétique quand on parle de l'ONV? Mesdames. Une réponse générique et puis Aude, tu complètes. Donc évidemment, l'ONV s'inscrit pleinement dans les objectifs de la loi climat et résilience, et au-delà de la loi climat et résilience, on s'inscrit également dans les objectifs du groupe Action Logement qui, pour ressortir la mesure la plus emblématique, pose qu'en 2030, le stock de patrimoine devrait être arrivé à une étiquette C. Donc c'est évidemment une problématique qui est au cœur de nos réflexions à l'ONV sur la partie du stock que l'on a acheté aujourd'hui et qui est en étiquette D ou en étiquette E. Donc on sait qu'on va avoir des travaux de rénovation énergétique à mener et en statut de copropriété pour certains. Et c'est évidemment une réflexion qui est très prégnante dans le processus d'acquisition pour les futures acquisitions. Et Aude, si tu veux compléter. Non, mais enfin voilà, c'est vrai qu'au moment où on valorise et où on analyse un patrimoine, on a toujours ce prisme effectivement et cet objectif d'atteinte de l'étiquette C en sortie avant la mise en vente des logements. Et je pourrais peut-être rajouter sur la vente, évidemment, il y a une résultante de ce cycle de prise en compte des étiquettes énergétiques, puisque les clients finaux sont de plus en plus évidemment regardant quant à l'étiquette, eux et leurs conseils. Et puis c'est aussi les charges de fonctionnement, d'usage qu'ils auront à régler demain. Donc eu égard à la cible à laquelle nous nous adressons, à savoir des ménages à revenus modestes, nous sommes également en fin de cycle très attentifs pour nos clients dans le cadre de l'accompagnement justement aux préconisations énergétiques, évidemment. Puisque vous avez pris la parole, je vais continuer à vous la donner, puisque j'ai une question qui concerne la mise en place des financements par les acquéreurs. Est-ce qu'on a mis en place des dispositifs pour accompagner le financement des acquéreurs, en tout cas pour faire en sorte de leur faciliter la vie? Oui, tout à fait. On mène depuis le 1er juin, donc c'est très récent, une expérimentation avec un prestataire de courtage que nous mettons à la disposition de tous nos candidats acquéreurs. Effectivement, c'est un vrai sujet, le financement. Aujourd'hui, parce qu'il y a un conseil donné par nos partenaires commercialisateurs qui est de qualité, nous n'avons pas énormément de défections par rapport aux promesses qui peuvent être signées. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, depuis le 1er janvier jusqu'au mois de juin, nous avons eu 8 désistements. 8 désistements sur l'ensemble des encours que nous traitons. Mais effectivement, l'accompagnement en financement est tout à fait primordial. Donc nous menons cette expérimentation, donc avec un courtage. Il est trop tôt aujourd'hui pour dire ce que cela va donner, mais le but c'est pas nécessairement de pousser une solvabilisation à l'outrance, parce que c'est pas forcément dans les intérêts du client, mais lui donner accès à un parcours d'acquisition fluide et encore une fois lui faire bénéficier d'un accompagnement appuyés en termes de financement. Il faut vraiment les prendre par la main, les suivre. Et donc aujourd'hui, on demande à nos commercialisateurs de participer à cette expérimentation. Et dans mes rêves le plus fou, j'espère que peut-être demain, on aura une marque blanche et qu'on pourra proposer un guichet unique avec un parcours d'acquisition complètement fluide. C'est vrai que pour nos acquéreurs, souvent, c'est une première et c'est évidemment bien sûr, un acte important dans leur vie. Je reviens sur une question de l'autre côté de la chaîne, donc qui vous concerne davantage, Aude. C'est en combien de temps on est capable d'acheter à l'ONV? Voilà. Alors là aussi, comme Renaud l'a dit, entre l'acquisition et la revente, on a aussi donc une élasticité énorme sur les délais d'acquisition, puisque au plus court, on achète en 6 mois, c'est-à-dire quand un dossier est tout à fait mature, notamment juridiquement, et qu'on n'a pas de problématique particulière. Et puis, quand on a une problématique de régularisation foncière, donc des problématiques de rétrocession, de débord, etc., et qu'on est du coup tributaire de parties prenantes extérieures, des voisins, des collectivités, là, on peut acheter parfois en 18 mois, voire 24 mois. Donc on a vraiment aussi là une élasticité très importante. Tout dépend évidemment tout dépend de la maturité de l'actif, voilà. etc.
Une autre question sur la décote. Est-ce qu'on pratique une décote pour nos locataires occupants ou nos autres acquéreurs? Alors oui, évidemment, nous pratiquons une décote comme cela se fait sur la place. Nous pratiquons une décote moyenne au profit exclusivement des locataires occupants de 20%. Voilà, sur les opérations. Alors 20%, ça veut dire 20% par rapport au 20% par rapport à un prix libre, effectivement. Ouais. Donc vous avez le prix d'un logement vacant. Le locataire pour son logement par rapport un prix de marché, un prix de l'immobilier. Par rapport au prix théorique de marché du logement occupé par le locataire, on applique une décote de 20%. Absolument. Concernant la copropriété, on nous pose une question sur la désignation des syndics. Est-ce que c'est le bailleur d'origine qui reste syndic quand il est syndic, ou comment s'opère en fait la désignation de nos syndics de copropriété? Alors, quand le bailleur d'origine est syndic et qu'il souhaite remplir cette mission pour nous, on le désigne prioritairement, puisque on considère que le fait d'avoir un syndic social est une composante pour nous de notre politique zéro copro dégradé. Voilà, quand le bailleur n'exerce pas cette mission, qu'il ne souhaite pas la prendre pour le compte de l'ONV, on désigne un syndic qui va être un syndic privé, le plus souvent d'une major, mais avec lequel on a signé une charte du syndic responsable qui nous permet de fixer des axes de travail qui nous rapprochent des méthodes de travail du syndic social et solidaire. Donc cette notion de zéro copro dégradé, ça recouvre quoi précisément? Alors, ça recouvre des choix dont on a déjà parlé ici et qui sont structurels, c'est-à-dire une sélection des patrimoines avec une certaine vigilance à l'acquisition, un dispositif de sécurisation des accédants, mais qui est, je dirais, conforme à l'esprit de la vente HLM, mais qui participe évidemment du zéro copropriété dégradé, l'accompagnement à la formation qu'a évoqué aussi Renaud, et il y a des choix qui nous sont propres. Donc on parlait à l'instant de la sélection des syndics, donc on est très conscient que le syndic est l'acteur principal de la prévention de la fragilisation des copropriétés dégradées. À l'ONV, on va aussi systématiquement se porter candidat au conseil syndical. Donc c'est une manière d'être présent et vigilant sur ce qui se passe dans les copropriétés et de les accompagner. Et puis on a mis en place notamment une politique de prévention, puisque au stade de maturité où l'on est, c'est la prévention qui est extrêmement prégnante, avec un suivi de certains indicateurs, puisque les faits générateurs de la copro dégradée, on les connaît par cœur, hein. Ce sont des travaux qui ne se votent pas, une gouvernance qui ne fonctionne pas bien, des taux d'impayés qui s'envolent. Donc on a mis en place un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de monitorer nos copropriétés. Très bien. Une autre question, est-ce qu'on intervient dans les territoires ultramarins? Alors oui, et on a même déjà acquis du patrimoine à La Réunion. On n'intervient pas qu'à La Réunion, hein, on pourrait aussi se porter acquéreur en Guadeloupe, en Martinique ou même en Guyane. Je dirais que le seul département d'outre-mer sur lequel on n'agira pas, c'est Mayotte, mais sur les autres, on est ouvert à analyser toutes les propositions des bailleurs ultramarins. Très bien, donc on a une vocation effectivement à intervenir très très largement. Une question pour Alain, est-ce que la plus-value doit être le seul driver pour un bailleur? Une question que j'avais pas prévu de vous poser. Et je non, un peu... la plus-value, non. La plus-value, quand on considère la valeur historique de l'acquisition, je pense que c'est pas ça le sujet. Le point, c'est d'avoir des fonds propres en plus. Donc, je pense qu'il faut pas tant regarder la plus-value que la capacité, en définitive, à travailler le parcours résidentiel, la rotation des actifs, de se dire quelle est la destination. Et puis surtout, ce raisonnement, à mon sens, non, s'il y avait une comparaison à faire, c'est pas la valeur historique versus la plus-value qui pourrait être générée, c'est plutôt l'arbitrage entre la cession internalisée ou la cession la cession en bloc selon les caractéristiques du bien, la capacité de l'équipe en interne et l'urgence de récupérer ou pas des fonds propres. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur ce point.
Très bien, mais écoutez, ce sera peut-être le mot de la fin, puisque peut-être une dernière question. Quel est le délai moyen entre le moment où l'on vous confie une projection de vente d'un bâtiment et le versement au bailleur du montant de l'acquisition? Je pense qu'on a déjà partiellement répondu à cette question. Oui, c'est ça. Ça rejoint effectivement la question du délai d'acquisition. Donc entre 6 mois, si tout va bien, et 1 an, 18 mois, voire 2 ans, si on a une complexité sur le patrimoine. Très bien, on arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie d'y avoir participé et de nous avoir évidemment écoutés. Vous pourrez continuer à poser des questions dans quelques instants, puisqu'on vous enverra un mail qui vous permettra de le faire. J'espère que ce temps d'échange, évidemment, vous aura éclairé. Je voudrais remercier mes interlocuteurs autour de la table. Je voudrais remercier une nouvelle fois nos partenaires, notre président, notre vice-président, de s'être prêté aussi à l'exercice des témoignages. Ici, vous l'avez compris, à l'ONV, on est extrêmement convaincus par la vente HLM, mais heureusement, on n'est évidemment pas les seuls. On considère que ce n'est plus une option, évidemment, pour le secteur. Alain l'a dit tout à l'heure, la rotation d'actifs, qui est au fond induite par la loi Elan, est un vrai changement de paradigme économique pour le secteur. Et évidemment, il y a sans doute un temps d'adaptation et une nouvelle culture à mettre en place. On est un acteur majeur sur ce volet-là, considérant que désormais la production elle est liée à la vente. Au sein de l'ONV, on a une philosophie qui est assez claire. Et je vous la lis pour ne pas rater un mot. Il ne s'agit pas d'encourager les ménages à devenir propriétaires à tout prix, mais d'aider celles et ceux qui ont le désir et la capacité financière. Voilà, donc on n'est pas des vendeurs à tout crin de logements sociaux, on est bien là pour accompagner un parcours résidentiel. Donc merci une nouvelle fois à vous tous. Dans quelques instants, vous recevrez, ou dans quelques instants ou dans quelques jours, ou peut-être en fin de journée, un mail accompagné de l'étude du cabinet Roland Berger, et vous aurez la possibilité évidemment de pouvoir rentrer en contact avec nous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour une deuxième édition qu'on espère programmer dans quelques mois. Merci à tous et à très bientôt.